Depuis une quinzaine d'années, plusieurs filières de déchets sont réglementées en Nouvelle-Calédonie. Quels sont les déchets concernés? Qui est chargé de leur collecte? Sont-ils valorisés? Et comment? Une déchetterie, c'est un centre de tri où les particuliers peuvent apporter tous leurs déchets valorisables. Et parmi ces déchets, il existe des filières réglementées, comme celle des piles, des batteries, des huiles de vidange, etc. Et également les fameux D3E. De quoi s'agit-il exactement, Bernard? Donc, il s'agit des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et il y a plusieurs familles, on va les détailler maintenant. Donc on a les lampes, Les les ampoules, Ouais. les néons qui sont là. Et puis après on a d'autres familles. Donc on a tout ce qui est informatique, que ce soit les tours ou les ordinateurs portables, les imprimantes, les téléphones, toute la téléphonie, que ce soit même là, je vois un vieux fax qui est là. Le petit électroménager ici, on a une machine à café, on a c'est pas un grille-pain, c'est un moule à gaufre, petite balance. On a ici un appareil photo. Un GPS. Oui, on a ici aussi des prises en parafoudre. Donc on va traiter l'ensemble de ces déchets, séparer les matériaux, le plastique, le métal, et dans le métal, le cuivre, l'aluminium, l'argent, de façon à pouvoir revendre derrière et générer une ressource pour pouvoir faire baisser les éco-participations. Alors, justement, avant de parler des éco-participations, il faut rappeler justement que tous ces équipements nécessitent l'exploitation de ressources naturelles importantes, Bernard. Donc c'est pour ça que maintenant on met de plus en avant l'économie circulaire pour récupérer les matériaux et la valorisation pour récupérer également les matériaux. La population mondiale a triplé en 40 ans. Il y a une demande qui est beaucoup plus forte. On parle du jour du dépassement, c'est pratiquement le milieu de l'année maintenant. C'est le jour à partir duquel la Terre ne produit plus suffisamment de matériaux pour générer la production industrielle. Donc il faut récupérer de plus en plus les matériaux pour pouvoir satisfaire à la demande croissante. Donc depuis 2014, donc cette filière des D3E a été réglementée au niveau provincial. Désormais, elle est applicable sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, des 3 provinces. Quel est le rôle de Trécodec depuis que cette réglementation a été mise en place? Trécodec doit répondre aux obligations des producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Un producteur, c'est quelqu'un qui importe ce matériel et qui le met sur le marché. Et il a l'obligation d'organiser la collecte, le traitement et de financer cette collecte et ce traitement. Alors comment est financée cette collecte? Le financement, c'est essentiellement l'éco-participation. On prend un exemple avec ce bac à batterie. Cette batterie qui est une batterie assez commune, 55-60 ampères, qui va dans beaucoup de voitures. L'éco-participation est d'un peu plus de 300 francs, ce qui fait à peu près 2% du prix de vente. Et ces 300 francs tombent dans la caisse de Trécodec qui va organiser derrière, avec des opérateurs dits agréés, la collecte et le traitement. Et l'agrément n'est pas donné par Trécodec, l'agrément est donné par les provinces. D'accord, très bien. Alors, parmi cette filière des D3E, on trouve également d'autres produits. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé du petit électroménager, mais on trouve également le gros électroménager avec la partie hors froid et la partie froid, donc qui contient des gaz. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tous ces équipements ne partent plus à l'enfouissement. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, ils sont tout simplement démantelés et là aussi on récupère la matière. On fait ce qu'on appelle de la valorisation. Il y a l'économie circulaire, c'est récupérer, remettre en état et revendre. Ça c'est une partie, c'est environ 15% de ce que l'on récupère. Donc il y a des opérateurs qui sont là pour ça. Et puis l'autre partie, c'est valoriser, c'est simplement démonter. Les matériaux sont séparés, le plastique, le métal, l'aluminium, le cuivre. Et ces matériaux, une fois séparés, sont également valorisés et revendus à des opérateurs locaux qui, eux, font de la vente de métaux. Notre opérateur de collecte et de démantèlement, Recygem, va arriver et va nous faire la collecte du gros électroménager froid et hors froid. Maintenant, je te propose de nous rendre à l'heure locale pour assister au démantèlement et regarder ce qu'on peut valoriser dans ces appareils.
Donc Elisabeth, nous sommes arrivés chez Recygem. 2 tiers des tonnages sont récupérés en déchetterie et 1 tiers est apporté également ici par le professionnel, 1 tiers du tonnage qu'on récupère annuellement. Donc je te présente David. Bonjour David. Bonjour Elisabeth, enchanté. Donc ici c'est une entreprise de démantèlement et de valorisation de ces équipements de gros électroménagers. Alors, comment est-ce que ça se passe? Donc il y a plusieurs étapes dans le déroulement. Donc la première étape, on fait la collecte sur les déchetteries comme vous avez pu voir auparavant. Donc la première étape en arrivant ici, c'est une première pesée. On effectue la pesée et on identifie l'appareil d'où vient. Donc là on a un réfrigérateur qui pèse 52 kg. 52 kg. 52 kg. Donc là on va marquer 52 kg. Ok. 52 kg de métal, de plastique, Ensemble, ouais. de tout un tas d'accessoires. Et on identifie, il vient du site de Magenta. Ok. Donc à partir de là, on passe au premier poste de travail. Et le premier poste de travail, donc, il consiste à vider tout l'intérieur. Donc, que ce soit les clayettes en verre, en plastique ou autre. Ok, donc là, vraiment, on démantèle tout. Mais alors, que deviennent les gaz qui sont à l'intérieur de ces équipements et qui sont des produits dangereux? Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième étape, la récupération des fluides frigorigènes, plus communément appelé le gaz qui est très nocif pour l'environnement. Donc là, maintenant, on va se brancher dessus. Donc on va chercher ce qu'on appelle la queue de charge. Donc là ici on voit sur le mano qu'il y a du gaz à l'intérieur. Donc l'aiguille elle est montée, donc là on va l'ouvrir. Et maintenant on passe à l'étape principale qui est la récupération. Ok. L'étape est terminée au bout de 5 minutes, en moyenne entre 3 et 5 minutes selon la capacité du frigo. Et ensuite, là, on passe à l'étape du démantèlement du compresseur. Donc là, les gaz, par contre, eux, ils sont stockés en bouteille en attendant d'avoir un stock suffisant. Et ils partiront ensuite à l'export en Australie pour y être incinérés. Donc alors, l'étape suivante, elle consiste à retirer ce qu'on appelle le compresseur, c'est-à-dire le moteur. Et parce que c'est une partie où il y a de l'huile, il y a encore un polluant à l'intérieur. Qui est aussi un produit dangereux. Qui est aussi un produit dangereux, oui, en effet. Et donc il faut dépolluer. Il faut dépolluer. Alors une fois ce compresseur démonté, que devient-il? Donc le compresseur, lui, il est revendu à un traiteur local. D'accord, donc on est dans ce système d'économie circulaire où on fait. valorise tous les matériaux. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait du reste du réfrigérateur? Donc là, on passerait à la troisième étape, où l'étape qui consiste à démonter tout l'intérieur. Tout ce qui peut être démonté, on le fait là, ici. Donc alors là, lui, il va démonter tout ce qui peut se démonter. Comme là, tu vois, on appelle un évaporateur. C'est une pièce en aluminium, donc valorisable. Et tout ce qu'il y aura à l'intérieur, ce sera valorisable. Donc ce réfrigérateur va être désossé en intégralité par ton équipe. Tout à fait. Et ensuite, toutes les matières valorisables vont se retrouver ici par catégorie. Qu'est-ce qu'on y trouve? Donc là, en premier plan, on a des cartes électroniques qui se retrouvent aujourd'hui sur absolument tous les appareils. Tous les électroménagers, vous trouvez des cartes électroniques. Valorisables, bien sûr. Ensuite, là, ici, nous avons du laiton. Le laiton, il se retrouve essentiellement sur le climatiseur, valorisable aussi. voilà, ça c'est du cuivre. Donc ça, c'est du cuivre qui se retrouve sur tous les appareils. L'aluminium aussi, c'est ce qu'on retrouve le plus sur tous les électroménagers. On a de l'inox aussi. Donc tous ces métaux qui sont triés sont ensuite revendus à des sociétés en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Toutes les matières qu'on récupère, elles sont toutes valorisables, mis à part malheureusement le seul produit qu'on récupère qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est le plastique. Ouais. Qu'on pourrait valoriser, mais il n'y a pas de filière présente localement. Alors Bernard, quel est le pourcentage de matériaux qui est valorisé sur le gros électroménager? Alors on arrive à valoriser environ 60% du poids que l'on collecte. Paris ne s'est pas fait en un jour, on a l'ambition d'aller plus loin, mais en 3 ans, on est arrivé à ce niveau-là. La plupart du temps, c'est parce que les filières manquent, elles n'existent pas, ou parce qu'on n'atteint pas des seuils qui puissent permettre de monter une filière localement. Ce sont les raisons essentielles de l'absence de solutions de valorisation pour aller plus loin. Mais on pourrait le faire. Mais on pourrait. Quand on aura le gisement suffisant, peut-être que quelqu'un viendra et voudra le faire. Donc ça part à l'enfouissement. Malgré tout, le pourcentage de collecte ne fait qu'augmenter. Vous êtes aujourd'hui, pour l'année 2021, à quel tonnage? Alors on fait quasiment 1200 tonnes, 100 tonnes moins.
en gros un tiers de ce qui est vendu tous les ans pour le gros électroménager froid. Froid uniquement. Parce que hors froid, c'est encore 700-800 tonnes en plus. D'accord, très bien. Bon, on peut dire aujourd'hui que rien ne se perd, tout presque, se transforme. Absolument. Et on peut être fier du travail qui a été accompli par l'ensemble de la collectivité, je parle bien l'ensemble de la collectivité, les provinces qui mettent en place les réglementations, les producteurs qui la respectent et les consommateurs qui payent les éco-participations, et bien sûr Tricotec qui se charge d'organiser l'ensemble de la filière avec des opérateurs qui sont agréés par les provinces. Les carcasses de véhicules hors d'usage sont nombreuses sur le territoire. Considérées par le Code de l'environnement des provinces comme des déchets dangereux, quel est leur impact réel sur l'environnement et sur la santé humaine? Norman, ici, on est à la tribu de Huawei, dans la vallée de la Bogaine, à Bourail. Oui. C'est une très jolie tribu, avec une nature luxuriante, magnifique, mais également avec des épaves de voitures. Et ça, c'est un déchet très dangereux. Exactement, Elisabeth. Malheureusement, comme beaucoup d'autres endroits en Nouvelle-Calédonie, on a beaucoup d'épaves qui jonchent les jardins. Oui, c'est en tribu, mais dans les villages, Oui. c'est partout. Mais c'est dans la nature. Exactement. Et là, l'objet de notre action, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'un véhicule comme ça posé aux abords des habitations, c'est une pollution directe pour notre environnement, à la fois pour le sol, à la fois pour l'air ou encore nos rivières, nos cours d'eau, nos nappes phréatiques. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme élément toxique à bord d'un véhicule? Alors, dans un véhicule, on a tous les fluides, donc le carburant, les liquides de frein, de refroidissement. On a aussi l'huile de moteur. Donc, l'huile de moteur, on a le moteur en lui-même avec toute la structure, les plastiques. Donc, tout ça, voilà, c'est une pollution directe pour notre environnement dès lors où ça se... Ça va se déverser dans le sol, Voilà, en fait. c'est ça. Hein. Voilà. Ça va infiltrer le sol et puis ça va se retrouver dans les cours d'eau. Exactement, voilà. Juste pour ton information, par exemple, 1 litre d'huile contenue dans une épave, ça pollue au moins 1000 litres d'eau, quoi. Ah oui, c'est énorme. Donc là, ça voilà. tue toute la faune, la C'est ça. flore. C'est ça, c'est ça. C'est assez catastrophique. Voilà. Et on a aussi, par exemple, là, comme tu peux le voir ici, une batterie. Une batterie. Donc, une batterie, c'est des batteries au plomb, quoi. Donc, le plomb, maintenant, ça fait des années qu'on sait que le plomb, c'est dangereux pour l'environnement, pour la santé. Ça perturbe les milieux naturels, comme la faune, la flore, avec tous les perturbateurs endocriniens qu'il y a dedans. Donc, tout ça, voilà, c'est une pollution directe avérée sur notre environnement direct, quoi. En fait, on a aussi des pneus sur les épaves. Ouais. C'est un pneu comme ça, déjà les pneus ça vient de l'industrie pétrochimique, c'est plus de 200 produits chimiques dans la fabrication d'un pneu. Donc quand un pneu est brûlé comme ça, c'est au moins 5 litres d'huile qui va dans le sol, qui va dans nos nappes phréatiques, qui va dans nos rivières. Donc, et quand on brûle ça aussi, en Nouvelle-Calédonie on fait beaucoup des rêves, on brûle des pneus et tout, sauf que c'est du toluène, c'est du benzène, ce sont des composants hautement cancérigènes pour l'homme. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à les incendies de ces véhicules-là. Donc, voilà. Oui, et ça, c'est quelque chose de fréquent, hein, le fait de brûler ces épaves. Alors, les véhicules hors d'usage, qu'on appelle les VHU, c'est une filière de déchets réglementés depuis l'origine, depuis 2008. Hein, c'est une filière historique, parce qu'on sait qu'il y a à l'intérieur tous ces produits dangereux que tu viens d'énumérer. Mais c'est aussi un déchet qui a un impact important sur la santé humaine. D'ailleurs, on voit qu'il y a un autre véhicule là qui a pris racine au fond du jardin. Quels sont les impacts sur la santé humaine, Norman? Alors pour reprendre ton image, Elisabeth, un véhicule qui a pris racine, c'est un peu ça. Hein. C'est un véhicule comme ça, abandonné comme ça dans la nature. Imagine-toi qu'il y a un jardin à côté, un champ d'igname ou un champ de patates. Tous les contenus du véhicule, les fluides, la batterie, les acides, le plomb contenu dedans, ça va rentrer dans le sol. Les plantes, elles font pas le tri quand elles poussent, donc elles vont récupérer tout ça. Et donc potentiellement, quand on va récupérer pour consommer les ingrédients, on va récupérer des ingrédients contaminés. Donc on va s'empoisonner en mangeant l'igname de son jardin. Exactement. Ces véhicules représentent aussi des gîtes pour les nuisibles. Exactement, voilà, donc tu fais bien de le préciser, parce que beaucoup de ces véhicules malheureusement servent aussi comme stock d'ordures. Malheureusement, ça on voit beaucoup aussi des poubelles qu'on jette dans le véhicule. Et on a les rats qui viennent se reproduire dedans, donc on a l'leptospirose qui se développe avec. On a aussi la dengue aussi, parce que bon, un pneu comme ça au sol, une fois qu'il y a de l'eau qui se remplit, les moustiques se développent. Donc on a aussi une carcasse rouillée, c'est le développement du tétanos aussi. Bon, bref, on n'a que des bonnes raisons
C'est ça. d'évacuer tous ces véhicules de nos jardins. Exactement. Et pour ça, donc, Trécodec organise cette collecte des VHU. C'est ça. Alors, avec le SIVM Sud, le syndicat de la région, on a mis en place une convention depuis 2021 pour coordonner les opérations de regroupement, de collecte et de traitement des véhicules sur des sites agréés à Nouméa. Donc, tout ça est financé par l'éco-organisme Trécodec. D'accord. Voilà. Donc l'objectif, c'est encourager justement l'initiative des collectivités et là, par le biais des syndicats, récupérer un maximum de véhicules auprès des habitants et dépolluer leur zone d'habitation. Voilà. Donc là, si tu le veux, on va poursuivre la visite et je vais te guider vers Erwan, qui fait en ce moment même une opération de regroupement avec les prestataires. D'accord. Voilà. Donc voilà Elisabeth, je te présente Erwan qui est en train de conduire une Bonjour opération. Erwan. Ça va? Oui, ça va. Donc là, le SIVM est en train d'organiser l'évacuation des véhicules directement chez les gens. C'est ça, donc on est sur une opération d'évacuation de VHU sur Bourail. Et donc on est sur la phase opérationnelle, on est sur le terrain, donc c'est des prestataires qui font ça pour nous, où on va chercher en porte-à-porte les véhicules, souvent avec, tu vois, comme tu le vois, une pelle rétro, un camion. Et on emmène tout ça en phase de regroupement pour les évacuer et transférer vers le Grand Nouméa pour traitement. D'accord. Alors, ça nécessite quand même un petit travail de communication avec les détenteurs des véhicules, parce que je C'est ça. précise que vous ne pouvez pas les enlever sans leur consentement. Exactement, donc il y a une grosse phase en fait en amont des opérations de recensement, où on va aller en équipe, notamment avec les communes, souvent les gardes champêtres, quand les communes en ont. Et on va en porte-à-porte partout demander aux gens s'ils veulent bien se débarrasser de leurs épaves de voitures. S'ils sont OK, on identifie les voitures parce que logiquement il y a souvent plus de carte grise, plus de papier. On passe par un arrêté du maire pour pouvoir éliminer les voitures. Et ensuite on est dans les règles et donc on évacue ça pour traitement dans le Grand Nouméa. Alors, malgré tout, il y a des gens qui résistent, qui ne veulent C'est pas ça. qu'on leur enlève leur véhicule. Pour quelle raison? Parce que ce sont des épaves, elles ne servent plus à rien. Alors souvent, ici on est sur la brousse, sur le nord de la province sud. Les voitures en fait on va dire d'occasion, etc., ou qui sont vraiment usées, finissent sur notre territoire. Bon, souvent chez des personnes qui ont peu de moyens et donc ils vont acheter plusieurs voitures pour les pièces, etc., pour pouvoir rouler en fait tout simplement et au travail quoi. Donc la voiture c'est une richesse et donc on a du mal à s'en séparer. Et, ça peut être aussi la voiture d'un papa qui est décédé ou des choses comme ça. Donc il y a toute une histoire souvent derrière une carcasse de voiture. C'est pas juste quelque chose qui n'est pas au magasin. Donc là, on évacue. On évacue. Voilà, ça va partir avec Henri. Alors, en route, Henri. Donc là, on attrape les voitures, en général, on les écrase sur l'habitacle. Bon, souvent, ça met du verre, mais le verre, ça reste inerte. La voiture, elle est là des fois depuis 8 ou 10 ans en train de polluer. Mais on écrase juste l'habitacle pour ne pas casser les ponts pour l'huile et le réservoir d'huile D'accord. de votre carburant. Donc voilà Elisabeth, on est sur le site de regroupement. Pour chaque opération, on va chercher les voitures en porte-à-porte chez les gens et on les regroupe pour les préparer à partir sur Nouméa. Là on est sur Bourail, comme je te le disais. L'objectif en fait depuis 2021, en 2021 c'était 1000 voitures. On est en train de finir nos opérations et donc en fin d'année on aura fini 1000 voitures évacuées sur nos communes, donc Boulou-Paris, La Foix, Farino, Moindou, Saraméa, Bourail et Thio. Voilà. D'accord. Et que deviennent ces véhicules une fois qu'ils arrivent à Nouméa? Alors l'idée c'est de les traiter dans les règles. Okay, donc en fait on va les envoyer aux établissements métallurgiques calédoniens. Et donc d'abord ils vont être dépollués. S'il y a encore des fluides dedans, en fait ils passent sur un conteneur qui est aménagé où on va aspirer tous les liquides, en fait huile, liquide de frein, etc. Ensuite on enlève tous les inertes. Ce qu'on appelle les inertes c'est les plastiques. Okay, donc en fait c'est avec une grosse pelle avec des pinces, ils vont démonter la voiture. Ils enlèvent les inertes. Les inertes sont enfouis aujourd'hui parce qu'on ne recycle pas le plastique qu'il y a dans les voitures. La carcasse va ensuite être broyée, okay, donc ça va être exporté en ferraille, en revente matière en fait ferraille pour les acheteurs à l'international. Et une partie du moteur et des pièces moteurs vont être passées dans un four pour récupérer l'aluminium
de ces pièces moteurs et ensuite le reste qui reste de la ferraille va aussi être exporté pour être revendu et valorisé, recyclé, quoi. Voilà. Donc on recycle bien une grosse partie des carcasses qu'on enlève du fond des vallées. Alors ça représente quel pourcentage de valorisation de matière un véhicule? Donc là, on estime à 80% le taux de valorisation là, pour un Ah oui, véhicule. c'est Voilà. pas mal quand même, hein. Ouais. Et depuis la mise en place de la réglementation donc, sur les VHU, vous avez évacué combien de véhicules à ce jour? Alors, Sur l'ensemble de la Calédonie, Sur hein, l'ensemble je précise. de la Calédonie, on a fait 20 000 voitures à peu près. Donc en moyenne 2 000 voitures par an quand même qui sont Ouais. récupérées pour traitement. Il en reste beaucoup à évacuer. Il y a encore du travail et puis surtout un gros travail de sensibilisation des populations C'est ça. pour qu'elles acceptent qu'on retire ces véhicules de leur jardin. Parce qu'il y a des choses quand même beaucoup plus intéressantes à faire dans son jardin qu'à stocker des véhicules. Exactement, je pense que quand on a un jardin qui est propre, déjà on est aussi mieux dans sa tête, donc c'est important. Commencer par la carcasse de voiture. Pourquoi mettre en place le dispositif de la responsabilité élargie du producteur et quelles sont les prochaines filières qui seront concernées par la réglementation? Concernant les déchets ménagers, Hubert, leur enlèvement est financé par une redevance qui est payée par tous les citoyens. C'est notre facture poubelle. Mais concernant les déchets réglementés, c'est un autre dispositif qui est en place, celui de la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Quel est son intérêt? L'intérêt de la REP, c'est de responsabiliser le producteur, l'importateur et le distributeur sur la gestion de ces produits et matières qu'ils vendent et qui vont devenir dans quelque temps nos déchets et que nous allons devoir gérer. De cette manière, grâce à une éco-participation, à savoir un prélèvement à la base sur le prix de vente, eh bien, on assure la gestion, à savoir la collecte et le traitement, la valorisation de nos déchets en fin de vie. C'est important car comme le disait Bernard Crenier dans le reportage, il parlait de jour du dépassement, à savoir que notre empreinte écologique est constituée pour partie des matières que l'on consomme et des déchets que l'on produit. Et le jour du dépassement, c'est le jour de l'année où nous demandons à la planète plus que ce qu'elle est capable de nous offrir comme matière et plus qu'elle est capable de digérer comme déchets. Normalement, ce serait le 31 décembre. C'était le cas dans les années 70. Aujourd'hui, nous sommes au 28 juillet. Donc ça veut dire que depuis le 29 juillet, on vit à crédit. Complètement, et donc on crée chaque jour depuis de la dette écologique. Alors qu'il y a un enjeu vital pour notre humanité de réduire notre impact sur la planète, donc de moins consommer de matière à la base, et puis de réduire nos déchets. Donc la REP participe, parmi d'autres outils, à réduire cette empreinte, d'autant plus qu'à l'intérieur de son cahier des charges, elle intègre un objectif d'optimiser le réemploi. C'est le principe de l'économie circulaire. Complètement. Mais la REP ne s'applique pas à tous les déchets en Nouvelle-Calédonie. Ah non, votée en 2008, la REP s'applique progressivement à différentes filières. Alors déjà celle que tu nous as présentée dans l'émission, à savoir les D3E, les déchets électriques et électroniques, et puis les véhicules hors d'usage, auxquels se rajoutent les piles et accumulateurs usagés, dont, nous ne l'oublions pas, les batteries au plomb, mais aussi les huiles usagées, les pneus usagés, ainsi que les médicaments à usage humain ou vétérinaire non utilisés. Toutes ces filières sont gérées par un éco-organisme que l'on connaît bien ici, Trécodec, à l'exception des médicaments qui a été confié à un nouvel éco-organisme qui s'appelle Ecofarm. Alors, comme on a pu le voir, les filières REP sont très bien organisées, de la collecte au traitement. Toutefois, pour certains déchets, le taux de collecte reste faible. Prenons l'exemple des piles. En Nouvelle-Calédonie, seulement 20% des piles sont collectées. Que deviennent les 80% restants? Alors, on en a tous au fond de nos tiroirs à la maison, mais malheureusement, elles finissent aussi régulièrement à la poubelle ou même jetées dans la nature et pourtant elles génèrent une pollution extrêmement dangereuse. Et oui, ces piles contiennent des métaux lourds, du cadmium, du plomb, du mercure, des métaux qui sont, on le sait, dangereux pour notre santé. Problèmes neurologiques, allergies, cancer, infertilité. Il faut savoir qu'une pile jetée dans l'eau va polluer une surface d'au moins 1000 m². C'est
un peu moins que la surface d'une piscine olympique. La même pile que l'on jette dans la nature, dans le sol, eh bien, va polluer 1 mètre cube de terre. C'est l'équivalent de 16 grosses brouettes remplies. Ah oui, en effet. Alors comment faire pour améliorer la collecte des piles? Ben, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est de sensibiliser les gens, de les inviter à davantage utiliser les points de collecte. Il y a quelque chose qui est en train de bien marcher en Nouvelle-Calédonie, c'est un concours scolaire chaque année auprès de tous les établissements calédoniens pour collecter le maximum de piles. Et les jeunes comprennent mieux que les adultes puisque chaque année, la collecte progresse d'1 tonne. La deuxième chose, c'est d'aller chercher non seulement les piles que l'on voit, que l'on manipule, mais aussi les piles cachées, les piles contenues, à savoir les piles que l'on ne manipule pas et qui sont déjà dans les objets que nous achetons. C'est par exemple nos montres, tout bêtement, mais c'est aussi dans les magasins, les supermarchés, les étiquettes électroniques. Derrière chacune, il y a 2 piles. Donc c'est des milliers. Et puis enfin, même les peluches de nos enfants, par exemple ce petit bruant, à l'origine, il faisait le bruit du bruant. Et quand on l'ouvre, il ne le fait plus, mais on trouve les piles. Ces piles cachées, elles se trouvent dans une multitude de petits objets de notre quotidien. Et donc avant de jeter quelque chose à la poubelle, toujours bien vérifier qu'il n'y a pas une pile à l'intérieur. Oui, tout à fait. Et puis n'oublions pas l'importance de renforcer le contrôle douanier, puisque les importations sont sous le régime déclaratif. Or, si l'on veut une filière parfaitement autofinancée, il faut que tout le monde joue le jeu. Bien sûr. Alors sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, il existe 482 points d'apport volontaires pour collecter les piles. Donc on n'a plus d'excuses aujourd'hui. Non, plus du tout. Alors la REP va s'appliquer à d'autres filières. Quels sont les déchets concernés? Sous l'impulsion de la province sud qui a les plus gros gisements et le soutien financier de l'ADEME, de nouvelles filières vont en effet être réglementées, à savoir une qui est déjà bien mûre, c'est celle de nos emballages de boissons et conserves alimentaires. Donc les emballages de boissons, ça concerne à la fois les bouteilles en plastique, mais également les bouteilles en verre et tous les contenants en verre d'ailleurs. Tout à fait. Celle également des déchets diffus spécifiques, c'est-à-dire tous les déchets issus de notre bricolage domestique, de notre jardinage. Et puis également en réflexion, une filière réglementée pour les navires hors d'usage. Et Dieu sait qu'il y en a en Nouvelle-Calédonie. Et puis n'oublions pas en Nouvelle-Calédonie que nous sommes en pleine transition énergétique et que nous développons des fermes solaires et que les particuliers aussi s'équipent. Et que dans quelques décennies, tous ces panneaux solaires vont devenir des déchets, en tout cas de la matière à revaloriser, et qu'il y a une réflexion pour déjà anticiper la filière de retraitement. Alors en attendant de voir toutes ces nouvelles REP mises en place, eh bien, on peut rappeler qu'un petit geste à la maison est une grande action pour la planète, que nous pouvons tous faire de la déchetterie ou centre de tri un lieu de rendez-vous hebdomadaire ou mensuel, selon notre consommation, pour y apporter nos déchets valorisables. Et enfin, on peut aussi participer à la Semaine européenne de réduction des déchets, la CERD, qui est organisée par l'ADEME et qui est un événement au cours duquel on pourra découvrir tout un tas d'idées et d'actions très inspirantes pour réduire nos déchets. Merci Hubert. Merci Elisabeth.